On dit souvent que les contes sont faits pour les enfants, mais c'est une idée récente et surtout une idée fausse. Les contes ne sont pas nés pour endormir les petits, ils sont nés pour réveiller les consciences. Amis rêveurs, bonjour. Pendant des siècles, ils ont circulé de bouche en bouche, dans les veillées, dans les moments de passage, là où on parlait de la vie, de la mort, de l'amour et des dangers invisibles. Un conte n'explique pas, il montre, il parle le langage du symbole, ce langage ancien que l'âme comprend avant la raison. Barbe Bleue fait partie de ces récits dérangeants, violents, parfois choquants. On a souvent préféré le ranger au rayon des histoires à ne pas raconter. Et pourtant, si ce conte a traversé le temps, ce n'est pas par goût macabre, c'est parce qu'il met en scène quelque chose de fondamental, une réalité de la psyché humaine. Dans les contes, les personnages ne sont pas seulement des personnages, ils sont des figures intérieures, des forces à l'œuvre en nous, des dynamiques invisibles mais agissantes. Barbe Bleue n'est pas seulement un homme, la jeune épouse n'est pas seulement une femme. La clé, la porte interdite, le sang, tout cela parle un autre langage. Un langage qui touche à l'ombre, à l'intuition, à la connaissance interdite et au moment précis où l'on ne peut plus faire semblant de ne pas voir. Ce que je vous propose ici, ce n'est donc pas une lecture morale ni une interprétation littérale, mais une traversée symbolique au coin du feu, une manière d'écouter ce conte comme on écouterait un rêve ancien, issu de l'inconscient collectif, porteur d'un savoir brut, parfois inconfortable, mais profondément vivant. Alors je vous invite à ne pas chercher tout de suite à comprendre, à laisser les images agir, à sentir ce qui résonne et ce qui résiste, car les contes ne nous parlent jamais par hasard, ils viennent toujours toucher un endroit précis de l'âme et Barbe Bleue, peut-être plus que d'autres, nous murmure quelque chose d'essentiel sur ce qui doit être vu avant qu'il ne soit trop tard. Je vous laisse maintenant avec Philippe pour découvrir Barbe Bleue. Barbe Bleue. Dans les montagnes lointaines, au sein du couvent des Sœurs Blanches, se trouve un lambeau de barbe. Comment est-il arrivé là ? Nul ne le sait. On dit que les nonnes ont enterré ce qui restait du corps, car personne ne voulait y toucher. On ignore pour quelle raison elles ont voulu conserver ce genre de relique. Pourtant, le fait est là. Une amie d'amie l'a vue de ses propres yeux. La barbe est bleue, d'après elle, très exactement indigo, aussi bleu que la glace des profondeurs du lac, que l'ombre d'un trou dans la nuit. Cette barbe a appartenu à un homme dont on dit qu'il fut un magicien raté, un géant amateur de femmes. On le connaissait sous le nom de Barbe Bleue. On raconte qu'il a courtisé 3 sœurs en même temps, mais il leur faisait peur avec l'étrange ombre bleue de sa barbe. Aussi se cachait-elle lorsqu'il les appelait. Pour faire la preuve de sa bienveillance, il les invita à une promenade dans la forêt. Il arriva avec ses chevaux parés de clochettes et de rubans cramoisis. Il y jucha la mère et ses filles, et tous partirent au petit trot dans la forêt. Ils passèrent une merveilleuse journée à chevaucher, leurs chiens courant devant eux ou à leur côté. Un peu plus tard, ils s'arrêtèrent sous un arbre géant. Barbe Bleue leur raconta de belles histoires et leur offrit des mets raffinés. Les sœurs commençaient à se dire: après tout,
Peut-être ce Barbe Bleue n'est-il pas si mal que ça. Elles rentrèrent chez elles en bavardant des agréments de cette journée et des bons moments qu'au fond elles avaient passés. Pourtant, les 2 sœurs aînées furent reprises par leurs soupçons et elles se jurèrent de ne plus revoir Barbe Bleue. Mais la plus jeune pensait que si un homme pouvait se montrer aussi charmant, il n'était sans doute pas si mauvais que cela. Plus elle se persuadait, et moins il semblait affreux, et moins sa barbe semblait bleue. Aussi, lorsque Barbe Bleue lui demanda sa main, elle réfléchit sérieusement, puis accepta, jugeant qu'elle allait épouser un homme très élégant. Les noces se firent, puis ils partirent pour son château au fond des bois. Un jour, son époux vint la voir et lui dit « Je dois m'absenter pour un certain temps. Invite ta famille si tu le souhaites. Tu peux aller te promener à cheval dans les bois. Demander au cuisinier de te préparer un festin. Fais tout ce que tu veux, tout ce que ton cœur désire. Voici l'anneau avec mes clés. Tu peux ouvrir toutes les portes du château, celle du magasin provisions, celle des chambres où je garde mon argent. Mais cette petite clé-là, celle qui est ouvragée sur le dessus, ne t'en sers pas. » Son épouse répondit « Je ferai ainsi que vous me le demandez. Tout cela me convient. Partez tranquille, mon cher époux, et revenez vite. » Il s'éloigna donc sur son cheval, et elle resta. Ses sœurs vinrent la voir, et elles étaient, comme tout le monde, très curieuses de savoir ce que le maître avait dit de faire pendant son absence. « Il a dit, déclara gaiement la jeune épouse, que nous pourrions faire tout ce que nous voulions et entrer dans toutes les pièces où nous le souhaiterons. Sauf une, mais je ne sais pas de laquelle il s'agit. J'ai juste la clé. J'ignore quelle porte elle ouvre. » Alors, les sœurs décidèrent de s'amuser à découvrir quelle porte la clé ouvrait. Le château, avec 2 étages et chaque aile, avait 100 pièces. Elles s'amusèrent beaucoup à aller de porte en porte et à les ouvrir. Les provisions étaient derrière l'une, l'argent derrière une autre. Il y avait toutes sortes de richesses derrière les portes, les plus belles les unes que les autres. À la fin, lorsqu'elles eurent vu toutes ces merveilles, elles arrivèrent à la cave. Au fond du couloir, il y avait un mur aveugle. Elles s'interrogèrent sur la dernière clé, celle qui était ouvragée sur le dessus. Peut-être qu'elle ne correspondait à rien du tout. Comme elles prononcèrent ces paroles, elles entendirent un drôle de bruit. Elles jetèrent un coup d'œil à l'angle et voilà qu'une petite porte était en train de se refermer. Quand elles essayèrent de la rouvrir, elle était solidement close. Une des sœurs s'écria « ma sœur, apporte ta clé. C'est sans doute la clé de cette mystérieuse petite porte. » Sans plus réfléchir, l'une des sœurs glissa la clé dans la serrure et tourna. La serrure grinça et la porte s'ouvrit. Mais il faisait trop sombre pour y voir quoi que ce soit. « Ma sœur, apporte une chandelle. » Elles allumèrent une chandelle et, la tenant, pénétrèrent dans la pièce. Les 3 femmes poussèrent un même hurlement. Il y avait une mare de sang caillé, des os noircis éparses et des crânes entassés dans les angles comme des pyramides de pommes. Elles refermèrent violemment la porte, puis, d'une main tremblante, sortirent la clé de la serrure et restèrent pantelantes. Leurs poitrines se soulevèrent. « Oh mon Dieu, mon Dieu !» L'épouse baissa les yeux vers la clé et s'aperçut qu'elle était tachée de sang. Horrifiée, elle essaya de la nettoyer avec le pan de sa robe, mais le sang demeura. « Oh non !» s'écria-t-elle. Chacune des sœurs prit la minuscule clé dans ses mains et s'efforça de lui rendre son aspect premier. En vain. L'épouse cacha la minuscule clé dans sa poche et courut vers la cuisine. Lorsqu'elle y parvint, sa robe blanche était tachée de rouge, de la poche à l'ourlet, car la clé pleurait lentement des larmes de sang pourpre. Elle ordonna à la cuisinière « Vite, donne-moi un tissu de crin !» Elle récura la clé, mais celle-ci ne cessait de saigner.
Des gouttes de sang rouge vif en tombaient. Elle alla dehors et mit dessus des cendres de l'âtre, puis la récura de nouveau. Elle la présenta à la chaleur du feu. Elle y posa de la toile d'araignée pour y faire cesser le flot. Rien n'y faisait. Le sang continuait à couler. Elle se mit à pleurer. « Seigneur, que vais-je faire ?» se dit-elle. « Oh, j'ai trouvé. Je vais mettre à part la petite clé et je vais la placer dans la garde-robe et fermer la porte. Oh, ce n'est qu'un mauvais rêve. Tout va s'arranger. » Ainsi fit-elle. Son époux revint dès le lendemain matin. Il entra dans le château et appela sa femme. « Alors, comment cela s'est-il passé en mon absence ?»« Bien, monsieur mon époux. »« Et comment sont les magasins à provisions ?» grommela-t-il. « Très beau, monsieur mon époux. »« Et les chambres où je garde mon argent ?» gronda-t-il. « Très belle, monsieur mon époux. »« Alors, tout va bien, femme ?»« Tout va bien, monsieur mon époux. »« Dans ce cas, chuchota-t-il, mieux vaut que tu me rendes mes clés. » Au premier coup d'œil, il vit qu'une clé manquait. « Où est la plus petite clé ?»« Oui, je l'ai perdue. Je me suis promené à cheval. L'anneau avec les clés est tombé et j'ai dû en perdre une. »« Qu'as-tu fait avec cette clé, femme ?»« Je ne m'en souviens pas. »« Ne mens pas. Dis-moi ce que tu as fait avec cette clé. » Il attira son visage à lui comme s'il voulait le caresser, mais au lieu de cela, il la prit par les cheveux. « Femme déloyale !» hurla-t-il en la jetant par terre. « Tu es allée dans cette pièce, n'est-ce pas ?» Il ouvrit sa garde-robe. La petite clé sur l'étagère du haut avait laissé couler le sang rouge sur la magnifique soie des robes qui y étaient suspendues. « Maintenant c'est ton tour, ma belle !» hurla-t-il. Et là, il la traîna à la cave jusqu'à ce qu'ils arrivent devant la terrible porte. À peine Barbe-Bleue avait-il jeté un regard incandescent à la porte que celle-ci s'ouvrait devant lui, révélant les squelettes de toutes ses anciennes épouses. « Et maintenant ?» rugit-il. Mais l'épouse s'était accrochée au montant de la porte et ne lâchait pas prise, tout en suppliant de l'épargner. « Pitié, pitié, permettez-moi de me préparer à mourir. Donnez-moi un quart d'heure avant de m'ôter la vie, afin que je puisse me mettre en règle avec Dieu. »« Entendu, » grinça-t-il. « Tu as un quart d'heure, mais tiens-toi prête. » L'épouse monta les escaliers 4 à 4 jusqu'à sa chambre et demanda à ses sœurs de faire le guet sur les remparts du château. Elle s'agenouilla, mais au lieu de prier, elle appela ses sœurs. « Mes sœurs, voyez-vous arriver nos frères ?»« Non, nous ne voyons rien, rien que la plaine à perte de vue. » Et à chaque instant, elle criait en direction des remparts. « Mes sœurs, voyez-vous venir nos frères ? Nous voyons au loin un tourbillon de poussière. » Pendant ce temps, Barbe-Bleue s'était mis à rugir que son épouse devait se rendre à la cave pour qu'il lui coupe la tête. « Mes sœurs, voyez-vous venir nos frères ?» Barbe-Bleue appela à nouveau d'une voix terrible et entreprit de monter lourdement les marches de pierre. Ses sœurs s'écrièrent « Oui, nous les voyons, nos frères sont là, ils viennent d'entrer dans le château. » Mais les pas de Barbe-Bleue résonnèrent dans le couloir et s'approchèrent de la chambre de son épouse. « Je viens te chercher !» tonna-t-il. Ses pas étaient si lourds que les pierres du couloir vibrèrent et que le sable du mortier se répandit sur le sol. Au moment où Barbe-Bleue entrait pesamment dans la chambre, les mains tendues pour s'emparer d'elle, ses frères débouchèrent à cheval dans le couloir et pénétrèrent au galop dans la pièce. Ils repoussèrent Barbe-Bleue jusqu'au garde-fou et là, l'épée brandie, ils marchèrent sur lui et le taillèrent en pièces, frappant, coupant, tailladant, perçant, jusqu'à ce qu'il tombe à terre et qu'enfin il le tue et laisse son sang et ses cartilages aux vautours. Dans les contes, il y a toujours une maison. La maison représente la psyché, l'espace intérieur, ce que l'on habite et ce que l'on n'ose pas toujours visiter. Barbe-Bleue est le maître de cette maison, il en possède les clés, il en fixe les règles et surtout, il en interdit certains accès. Barbe-Bleue n'est pas un homme ordinaire, il incarne une fonction psychique, celle du prédateur intérieur, une force
qui s'installe, qui promet protection, richesse, sécurité, mais qui exige en échange la soumission, le silence et l'aveuglement. Il ne frappe pas d'emblée, il séduit, il rassure, il organise. Et surtout, il coupe progressivement la femme de son intuition profonde. La jeune épouse représente une psyché encore non initiée, pas stupide, pas faible, mais inexpérimentée. Elle n'a pas encore appris à reconnaître les signaux subtils du danger. Elle a appris à être gentille, à faire confiance, à obéir aux règles posées par une autorité extérieure. Son instinct est là, mais il n'est pas encore souverain. La clé n'est pas une faute, la clé est un appel. Elle symbolise la curiosité vitale de l'âme, le besoin irrépressible de voir ce qui se cache derrière les interdits. Dans de nombreuses traditions, la curiosité féminine a été condamnée. Ici, elle est salvatrice, car sans cette clé, la psyché resterait enfermée dans l'ignorance et la prédation continuerait dans l'ombre. La porte marque un seuil. Avant, l'obéissance et l'illusion de sécurité. Après, la connaissance, le choc, la perte de l'innocence. Ouvrir la porte, c'est accepter de voir ce que l'on a refusé de regarder jusque-là. C'est le début de toute initiation. Le sang sur la clé ne peut pas être effacé. Il symbolise une vérité fondamentale. On ne peut pas désavoir. Une fois que la conscience s'est ouverte, le retour en arrière est impossible. Le sang marque le prix de la lucidité, mais aussi sa puissance. Dans la chambre interdite gisent les corps des anciennes épouses. Ce sont les parts mortes de la psyché, les élans sacrifiés, les désirs étouffés, les intuitions assassinées pour survivre. Cette chambre est une descente dans l'ombre, une confrontation brutale avec ce que la prédation intérieure détruit. Mais voir ces cadavres, c'est déjà refuser de devenir l'un d'eux. Les sœurs représentent les forces de soutien internes, celles qui apparaissent quand la conscience s'éveille. Elles ne sauvent pas à la place de la jeune femme, elles gagnent du temps, elles soutiennent, elles empêchent l'effondrement. Dans toute initiation, le temps est précieux. Les frères incarnent l'énergie de protection active, la capacité à trancher, à dire non, à agir. Ce n'est pas la douceur qui met fin à la prédation, c'est la justesse de l'acte. La mort de Barbe Bleue marque la fin d'une domination psychique, mais ce n'est pas une fin heureuse et naïve, c'est une responsabilisation. La femme hérite de la maison, elle devient gardienne de son monde intérieur, elle ne pourra plus dire « je ne savais pas ». Les contes ne nous demandent jamais de juger les personnages, ils nous demandent d'écouter ce qu'ils réveillent. Barbe Bleue ne parle pas d'un homme du passé, il parle de ceux qui, en nous, cherchent parfois à prendre le pouvoir, au nom de la sécurité, du confort ou
de l'amour. Il parle aussi de ce moment précis où l'on sent que quelque chose ne va plus. C'est cette question sans toujours que l'on n'ose pas poser, mettre cette porte que l'on évite d'ouvrir, cette intuition que l'on fait taire parce qu'elle dérange. Et pourtant, c'est souvent là, derrière la porte interdite, que se trouve la vérité nécessaire à notre transformation. Voir peut faire peur, mais ne pas voir coûte toujours plus cher. Le conte nous rappelle quelque chose d'essentiel. La connaissance n'est pas le danger. L'ignorance, elle, peut devenir mortelle pour l'âme. Alors, peut-être que la véritable question n'est pas « qui est Barbe Bleue ?», mais plutôt « qu'est-ce qui, aujourd'hui en moi, demande à être vu avant qu'il ne soit trop tard ?» Les contes n'apportent pas de réponse toute faite, ils ouvrent des passages, et lorsqu'on accepte de les traverser, on ne revient jamais tout à fait le même. Et vous, quel est le conte que votre vie est en train d'écrire pour vous en ce moment? Ce que nous venons de faire ensemble, décoder ces symboles, ouvrir ces portes intérieures, c'est exactement ce que j'appelle apprendre à lire sa propre vie. Le monde ne nous parle pas seulement à travers de vieux récits, il nous parle chaque jour, à travers une rencontre, une fissure dans le mur, une plaque d'immatriculation croisée au hasard, ou un rêve étrange au milieu de la nuit. Pendant longtemps, j'ai cherché comment vous transmettre cette clé au quotidien et comment vous aider à ne plus ignorer les signaux avant qu'il ne soit trop tard. C'est ainsi qu'est né Enigma. C'est un espace à part, un canal de transmission quotidien sur Telegram. Chaque jour, je vous y envoie un audio, un conte ou un décodage concret pour apprendre pas à pas à redevenir le gardien souverain de votre monde intérieur. Si vous sentez que votre âme a besoin de cette clé pour ouvrir ses propres portes, je vous attends de l'autre côté. Le lien est dans la description juste en dessous. Franchissez le seuil, le phare est allumé. Rêvons et voyageons ensemble.